Bonjour, nous sommes je sais pas combien, j'en sais plus rien, c'est pas grave. Donc on est le vendredi, voilà ça y est, vendredi 24 juillet. Il est 13h54. Pierre-Nicolas et Rachel viennent d'arriver pour passer le week-end avec nous. Ils se sont installés et là tout le monde a disparu. Avec Robin, ils sont tous partis se baigner. Et quand ils vont revenir, on va s'installer à la table dehors, face à la mer. Au menu, j'ai prévu à midi, j'ai fait des filets de poulet au curry avec du riz. Et en dessert, on aura des mûres. Et ben voilà ce qui est prévu. Bon, il fait extrêmement bon, il fait doux, je ne sais pas combien il fait de degrés, mais c'est 22, 23, on est bien. Voilà, une douce brise. Donc, en attendant qu'ils reviennent du bain et qu'on déjeune, je vais vous parler d'un autre personnage dont j'ai croisé la route quand j'étais adolescent et qui m'a laissé une forte image et des souvenirs extrêmement chargés de découvertes, et avec un homme qui avait une très très forte personnalité et en plus que je trouvais extrêmement beau, hein, avec des cheveux blancs, très sportif. Il avait une allure que je trouvais extraordinaire. Cet homme s'appelle Paul-Émile Victor, qui est un homme qui a une vie extrêmement active et mouvementée et médiatique. Il est né en 1907 à Genève. Il décédera en 1995 à l'âge de 87 ans. Donc, comme je vous ai dit, il est né à Genève et ses parents étaient juifs issus d'Europe centrale avec sa mère qui était polonaise. Ils décidèrent de se réfugier en France. Donc, ils sont arrivés en 1906 en France. Il avait un nom extrêmement compliqué qui avait une consonance germanique, le père, qui, compte tenu de la mémoire de la guerre de 70 contre l'Allemagne, il voulait changer de nom et le franciser. Donc il est arrivé à changer de nom et il a pris comme nom Éric Victor. Donc le couple Victor s'installe en France, ils ont 2 enfants, Paul-Émile et Éric, son frère. Éric, son frère, et puis il a une sœur qui s'appelle Lily. Donc il s'installe dans le Jura, à Saint-Claude, où Éric Victor donc crée une entreprise et qui se met à fabriquer en bois de bruyère des pipes dans Saint-Claude, qui est la capitale de la pipe en France. En 1916,
Éric Victor donc décide de quitter Saint-Claude et d'aller s'installer à Lons-le-Saunier, où là également il met sur pied une fabrique de pipes pour continuer ce qu'il sait faire, et il se met à fabriquer des stylos. Et son commerce marche bien, et notamment, il a un marché qui est très lucratif pour lui, et il vend énormément en Grande-Bretagne. Alors, le jeune Paul-Émile Victor, très jeune, se plonge dans la lecture de livres, de revues, de récits d'aventures, et qui concerne dans l'objet et l'exploration, et également l'ethnologie, l'étude des peuples et de la faune. Alors ça éveille chez lui, c'est ce type de lecture, développe chez lui le rêve et la passion de voyage à l'autre bout du monde, et notamment dans le monde polaire, et également dans les îles du Pacifique, en Polynésie. Alors il rêve, et à cette période de sa vie, adolescent, il devient éclaireur de France, où il se sent bien, et il prend des responsabilités. Il deviendra le responsable national donc des éclaireurs de France. Et il gardera toute sa vie, il gardera des liens avec cette association avec laquelle il partage une certaine philosophie, une certaine façon de voir et d'agir. Donc on arrive en 1925, il réussit son bac et il rentre à l'école centrale de Lyon, qui normalement se fait en 4 ans. Et à la 3e année, il quitte l'école, donc il sera passé par Centrale de Lyon, mais il n'aura pas de diplôme, et il rentre à l'école de la navigation maritime à Marseille. Donc il s'oriente vers la mer. Donc ses rêves, l'évasion, refait surface. Et donc, après avoir fait cette école de navigation, il intègre la Marine nationale. Donc il rentre comme matelot, et rapidement il devient élève officier, il devient aspirant, et il embarque à bord d'un porte-avions, le Béarn. Mais au bout de quelques années dans la marine, il est déçu par l'ambiance, par l'idée qu'il se faisait de la marine. Et donc, il quitte la marine et il obtient ses brevets de pilote et il devient pilote. Durant 1 ou 2 ans, je crois, il travaille. Mais ses rêves sont toujours là. Il rêve toujours d'aller explorer les îles de Polynésie. Conjointement, il a passé ses brevets d'ethnologue, où il a été reçu. Donc, en 1934, il fait la connaissance
d'un explorateur de l'époque extrêmement connu qui s'appelle Charcot, qui était Jean-Baptiste Charcot, qui est donc explorateur des zones polaires. Et notre jeune Paul-Émile Victor embarque sur le bateau de Charcot, qui s'appelait le Pourquoi pas, qui est bien connu comme bateau, et avec son bateau, Charcot le débarque sur la côte du Groenland. Et là, Paul-Émile Victor va explorer, parcourir le Groenland, et il va passer une année entière parmi les Inuits pour faire la connaissance des Esquimaux Inuits, leur mode de vie, ensuite. Et afin d'améliorer ses connaissances et les liens avec ces gens-là, il apprend leur langue et il parle. Au bout d'un an, il parle couramment inuit et peut communiquer avec ces gens. En 1935, donc, après son année dans le froid, il fait son retour en France et il décide de faire des conférences sur ce qu'il a vécu au Groenland. Il est extrêmement brillant pour faire des conférences et relater ses expériences. Donc, très rapidement, il se fait une aura importante dans le public, compte tenu de ses qualités d'orateur. En 1935, dans la même année à la fin, il décide de retourner au Groenland. Et arrivé sur les côtes du Groenland, il décide de traverser le Groenland en traîneau, tiré par des chiens. C'est ce qu'il va faire. Et après ce périple, il est resté à vivre durant 14 mois au sein d'une famille inuite. Il a même une liaison avec une jeune fille inuite qui s'appelle Dumidia. Et donc, il rapporte avec lui des souvenirs sur la vie des Esquimaux, et ainsi de suite. Donc, il revient en France et il reprend sa tournée de conférences et écrit de nombreux, dans toutes les revues, il écrit des articles d'ethnologie et notamment se porte beaucoup d'attention et décrit parfaitement la vie des phoques qu'il a pu voir quand il était au Groenland. En 1940, donc, il est mobilisé dans l'armée française, dans la marine, à bord d'un navire qui est basé à Stockholm. Mais ça ne dure pas très longtemps, puisque la défaite est là en 1940, et là, après la défaite, il décide de quitter la France, et donc il part, et il s'en va au Maroc. Après quelque temps passé au Maroc, il traverse l'Atlantique et il s'en va en Martinique. Et il termine son périple. En 1941, il aboutit aux États-Unis. Alors à cette époque-là, l'atmosphère mondiale n'est pas au beau fixe. Donc il décide, dans ce 1942, il s'engage dans l'US Air Force. Non pas comme pilote, mais comme GI. Et très rapidement, on le nomme instructeur des pilotes et des parachutistes, et il prend le commandement
d'une escadrille chargée du sauvetage des pilotes ou d'autres militaires dans les milieux polaires. C'est-à-dire en Alaska, au Canada, au Groenland. Et les États-Unis lui permettent d'avoir la double nationalité. Donc de ce fait, il va le devenir à la fois américain et à la fois français. La fin de la guerre arrive, par la victoire des États-Unis notamment. Donc il est démobilisé et il rentre en France. Là, il se marie. Il se marie et il a 3 garçons, dont 2 jumeaux. Et en 1947, il décide et il crée les expéditions polaires françaises, l'EPF, qui est toujours active à ce jour. Alors, de 1947 à 1976, donc à peu près en 30 ans, il aura organisé 150 expéditions en terre Adélie, en Antarctique, au Groenland et en Arctique. Et il installe au Groenland une station permanente. En 1956, lui-même va pour la première fois en terre Adélie et en 1959, il installe la base de Dumont-d'Urville et la base Charcot au centre de l'Antarctique. Il réalise également à cette époque-là, il met au point des véhicules avec des chenilles qui lui permettent de parcourir ces surfaces enneigées ou glaciaires sans risquer de déraper ou de s'enliser. En 1965, donc, il épouse une jeune Française qui s'appelle Colette Faure, qui est hôtesse de l'air. Et ils vivent tous les deux dans une péniche qui est mouillée sur les berges de la Seine. Et elle le convainc de s'orienter, de s'engager dans l'écologie. Alors, en 1974, Paul-Émile crée un groupe avec des personnes avec des auras chacune dans leur spécialité. Jacqueline Auriol, qui est alors pilote d'essai sur avion à réaction. Alain Bombard, donc, qui vient de traverser dans son canot l'Atlantique. L'explorateur et le spécialiste du dessous des mers qui s'appelle Jacques-Yves Cousteau. Le spécialiste des volcans qui s'appelle Haroun Tazieff. Un grand intellectuel de l'époque qui s'appelle le prince Ringuet. Et ensemble, ils réfléchissent et publient des ouvrages et des réflexions sur le développement durable sur notre Terre. En 1976, il a donc 69 ans. Il prend sa retraite et avec sa femme, il
ils quittent la France et vont s'installer en Polynésie à Bora Bora pour vivre la fin de leur vie. Il rédige ses mémoires et divers articles. Et à sa demande, en 1982, Drouot vend l'ensemble de sa bibliothèque avec les ouvrages qu'il a pu écrire sur les terres polaires et les récits de ses voyages. En 1987, donc il a 80 ans, il retourne une fois de plus en Terre Adélie et il emmène avec lui pour faire découvrir ce territoire 4 adolescents, dont un est un de ses fils. Et pour la première fois, il traverse ce continent et vient poser son pied sur le pôle Nord. Donc, qui est l'apothéose de sa vie, qui réalise connaître à peu près tous les endroits. Il avait connu le pôle Sud, donc il connaît le pôle Nord, de toutes ces terres polaires qu'il a écumées durant toute sa vie. En 1998, il fait un AVC qui le paralyse en partie. Et en 1985, sur son île du Pacifique, il décède. Et comme il avait demandé dans ses dernières volontés, lorsqu'il est décédé, on immerge son corps dans la mer. Voilà l'histoire de cet homme où j'ai eu la chance que mes parents m'emmènent à la salle Pleyel assister à ses conférences. C'était envoûtant et j'en garde un souvenir très présent et très chaleureux. Voilà l'histoire du jour de cet homme, de cet aventurier de notre époque qui s'appelle Paul-Émile Victor. Voilà. Allez, bonne journée à tous.